J'ai texté ma famille pour mon opération du lendemain, demandant de l'aide. Sœur et mère ont refusé, me traitant de dramatique. J'ai répondu pas de soucis. Ce qu'elles ont vu aux infos le soir même les a sidérés. J'ai envoyé un texto au groupe de discussion familiale. Le docteur dit que l'opération est pour demain. Quelqu'un peut-il être avec moi? Ma sœur a répondu, nous avons des projets pour le dîner. Bonne chance. Ma mère a ajouté, ne sois pas dramatique. Ce n'est qu'une opération. Et j'ai simplement répondu, pas de souci. Je m'appelle Chloé Mercier, et si vous pensez savoir comment cela se termine, restez à l'écoute, car que se passe-t-il lorsque les personnes dont vous avez le plus besoin se moquent de la chose même qui pourrait vous anéantir? Le téléphone a glissé de mes mains cette nuit-là. Non pas par choc, mais par lucidité. Leurs mots n'étaient pas tranchants. Ils étaient creux. Creux comme un écho dans une église vide où l'on se rend compte que le silence est plus fort que la prière. J'ai fixé le plafond de l'hôpital Bichat, le cathéter scotché à mon bras. Les moniteurs bipent à un rythme indifférent. Ma famille ne viendrait pas. Ils avaient des réservations, des selfies à publier. Un monde où j'étais une pensée secondaire. Alors j'ai murmuré à personne en particulier. Alors j'arrêterai de demander. L'infirmière a ajusté ma couverture, ses yeux doux d'une manière que le sang ne m'avait jamais donnée. Des étrangers m'ont montré plus de présence que mon propre sang. Cette ironie brûlait plus profondément que l'incision qui m'attendait à l'aube. Mais je n'ai pas ragé. Je n'ai pas supplié. J'ai choisi l'immobilité. Et l'immobilité engendre la clarté. Cette nuit-là, alors que Paris bourdonnait derrière la vitre, j'ai signé une décharge. Contact média, demande d'intérêt public, des préparatifs silencieux qui n'avaient pas besoin d'applaudissements, juste de synchronisation. Car pendant qu'ils trinquaient à leur dîner, un bandeau d'informations sur BFM TV construisait déjà son titre. Pendant qu'ils parcouraient les menus, une salle de rédaction cousait mon nom à une histoire plus grande que leur négligence. Et lorsque les caméras s'allumeraient, ils ne me verraient pas comme la fille fragile suppliant pour de la compagnie. Ils verraient la vérité qu'ils avaient rejetée, diffusée sur tous les écrans qu'ils tenaient entre leurs mains. Pas de voix élevées, pas de portes claquées, juste le poids de leur absence transformée en preuve. Et à 21h12, lorsque le reportage du 20h a été diffusé, ils ont lâché leur fourchette. Ils ont lâché leur téléphone parce qu'aux informations, je n'étais plus une patiente. J'étais un gros titre. Et le gros titre avait une légende qu'il ne pouvait pas contrôler. Laissé seul avant son opération. Famille absente. La France regarde. Ce fut le moment où le silence est devenu ma scène. Le clip durait moins de 3 minutes. Un journaliste devant l'hôpital Bichat. Voix stable, mots tranchants. La patiente de 29 ans, Chloé Mercier, doit subir une opération demain matin. Son histoire, un groupe de discussion familiale où elle a demandé du soutien et où on lui a dit « ne sois pas dramatique ». Maintenant, alors qu'elle se prépare seule, des étrangers ont commencé à offrir ce que ses propres parents ne voulaient pas. Le présentateur a hoché la tête gravement. L'image a clignoté. Ma conversation textuelle, anonymisée mais suffisamment visible. Les horodatages brillaient comme des cicatrices. Je ne l'ai pas divulgué par colère. Je l'ai divulgué par vérité. Le public adore les preuves. Et ma famille m'avait donné les plus clairs qui soient. De l'autre côté de Paris, je les imaginais figés à leur table. La main manucurée de ma sœur agrippant son téléphone trop fort. Ma mère chuchotant qu'elle ne l'aurait jamais fait alors même que son visage se vidait de sa couleur. Mon père secouant la tête, marmonnant à propos d'une réaction excessive, de laver son linge sale en public. Mais le linge sale était le leur, pas le mien. Car pendant qu'il me qualifiait de dramatique, le public a vu autre chose. L'abandon. Le lendemain matin, les dons affluaient. Les fleurs remplissaient ma chambre d'hôpital. Des messages d'étrangers peignaient mes murs avec plus d'amour que le sang ne l'avait jamais fait. Une association locale a proposé de s'asseoir avec moi pendant l'opération, en se relayant. Pour que je n'affronte pas seul la salle d'opération. Le personnel de l'hôpital souriait. Vous avez plus de gens qui attendent dehors que la plupart des ministres. Et pourtant, le groupe de discussion restait silencieux. Pas d'excuses, pas d'arrivée, juste 3 points qui ne se sont jamais transformés en mots. À 6h45, une infirmière m'a poussé dans le couloir. Les appareils photo cliquetaient depuis le trottoir extérieur. Je n'ai pas fait de signe de la main.
Je n'ai pas souri. J'ai juste laissé l'histoire respirer car pour la première fois, ma douleur n'était pas cachée dans les coins tranquilles de la négligence familiale. Elle était publique, documentée, témoignée, et le monde posait la seule question que ma famille n'avait jamais posée. Comment ont-ils pu la laisser comme ça? J'ai fermé les yeux sous les lumières chirurgicales, stables, calmes. Non pas parce que je leur faisais confiance, mais parce que je faisais confiance au silence, celui qui expose. Et quand je me suis réveillé, respirant encore, je savais que quelque chose avait changé pour toujours. L'opération avait réparé plus que mon corps. Elle avait gravé le nom de ma famille dans la honte, et je n'avais pas levé plus qu'un petit doigt. Quand j'ai ouvert les yeux, la chambre était remplie de fleurs. Des bouquets pressés contre le rebord de la fenêtre, des cartes glissées dans chaque vase. Les machines bourdonnaient doucement, mais le vrai bruit était à l'extérieur. Des journalistes campaient toujours sur le trottoir, des habitants du quartier allumant des bougies en signe de solidarité silencieuse. Je n'étais plus seul, sauf bien sûr par le sang. Mon téléphone vibrait avec des centaines de messages, mais pas des personnes que j'appelais autrefois ma famille. Ils étaient silencieux, paralysés, trop tard pour effacer ce qui était déjà devenu public. Puis une notification a brisé le silence du groupe de discussion. « Maman, Chloé, s'il te plaît, retire ça. » Les gens posent des questions. Ma sœur a ajouté, « Tu nous mets dans l'embarras. » Personne n'a besoin de savoir des choses privées. Privé? C'était le mot auquel il s'accrochait. Comme si la négligence devenait plus petite si elle était cachée derrière des murs. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin car chaque étranger qui m'envoyait de l'amour voyait ce que ma famille refusait de voir, que je méritais d'être soutenu, pas caché. Le soir, le Parisien a publié un suivi. La communauté se mobilise derrière la patiente abandonnée avant son opération. Des photos de bénévoles devant ma fenêtre tenant des pancartes. Nous sommes avec toi, Chloé. Et au milieu de cet article se trouvait une ligne discrète qui a tout changé. La famille a refusé de commenter. Refusé, pas nié, pas défendu, refusé. Au dîner de gala qu'ils aimaient tant, sur les bancs d'église qu'ils remplissaient chaque dimanche. Dans les allées du Monoprix où leurs voisins s'attardaient, les chuchotements ont commencé. Avez-vous vu les nouvelles? Comment ont-ils pu? Elle a supplié pour que quelqu'un soit là. Ma famille avait toujours prospéré grâce à l'image, au contrôle, aux applaudissements. Maintenant, leur silence était un panneau publicitaire. Je me suis allongé contre l'oreiller de l'hôpital, la perfusion s'égouttant régulièrement, et j'ai réalisé quelque chose. La vengeance ne consistait pas en une vengeance bruyante. Il s'agissait de laisser la vérité vivre là où tout le monde pouvait la voir. Et la vérité a une façon de prendre racine. Le 3e jour, mon chirurgien m'a rendu visite en souriant. Vous guérirez bien, mais vous devriez savoir que des gens sont toujours dehors. Ils disent qu'ils resteront jusqu'à ce que vous sortiez d'ici. Et j'ai souri pour la première fois depuis des semaines car ma famille m'avait peut-être laissé à table, mais le monde avait rapproché des chaises. Et je n'avais pas l'intention de partir tranquillement quand je me relèverais enfin. Au moment de ma sortie, la foule à l'extérieur avait doublé. Des étrangers qui n'avaient jamais prononcé mon nom auparavant tenaient des pancartes faites à la main avec celui-ci peint en couleur vive. Chloé forte. Personne ne devrait affronter une opération seule. On m'a poussé par les portes d'entrée, pas par la sortie de service que ma famille aurait préférée. Les appareils photo ont cliqueté. Les journalistes ont crié des questions, mais je n'ai pas répondu. J'ai simplement souri, hoché la tête, et laissé le silence faire ce que les mots n'auraient jamais pu. Ce soir-là, les informations ont diffusé un écran partagé. D'un côté, moi sortant, accueilli par des fleurs et des applaudissements. De l'autre, ma sœur sortant discrètement d'un restaurant, la main sur le visage alors que les journalistes la suivaient. Elle a bousculé les microphones. Nous avions des projets ce soir-là. Nous ne savions pas que c'était grave. Mais les preuves étaient toujours là, les textos placardés sur l'écran. Ne sois pas dramatique. Ce n'est qu'une opération. Ma mère a essayé aussi. Devant la caméra, elle a forcé un sourire, insistant, nous aimons notre fille. Les gens déforment tout. Pourtant, le clip vidéo a été rediffusé. La preuve indéniable. Pour la première fois de ma vie, leurs mots ne dominaient pas les miens. Ma vérité n'était pas enterrée. Elle était rediffusée en haute définition encore et encore jusqu'à ce qu'aucun déni ne puisse respirer. Des sponsors m'ont contacté.
Une association m'a demandé de parler lors d'un gala de charité sur la solitude dans les hôpitaux. Un journaliste a appelé cela l'histoire qui a fait que Paris s'interroge sur ce que signifie vraiment la famille. Et pendant que le monde m'enveloppait de compassion, ma famille s'enveloppait de honte. Les invitations à dîner ont cessé. Les voisins ne souriaient plus poliment. Le piédestal social qu'ils vénéraient s'est effondré sous leurs pieds, morceau par morceau. Mais je n'ai jamais crié. Je n'ai jamais exigé d'excuses. J'ai simplement laissé le miroir leur faire face jour après jour jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus détourner le regard. Tard un soir, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Ma sœur, Chloé, s'il te plaît, arrête ça. On ne peut aller nulle part sans que les gens nous dévisagent. Maman, tu as fait passer ton message, ça suffit. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que ce n'était jamais une question de punition. C'était une question de preuve. La preuve que je n'étais pas invisible. La preuve que leur négligence n'était pas seulement mon fardeau à avaler en silence. La preuve que le monde voit ce qu'il prétendait ne pas exister. J'ai éteint le téléphone et les posé face contre la table de nuit. Pour une fois, je n'avais pas besoin de répondre car chaque écran de la ville l'avait déjà fait. Les invitations sont arrivées rapidement. Une émission matinale voulait m'avoir sur son plateau. Un podcast a demandé ma voix. Une table ronde sur la santé à la Sorbonne m'a envoyé un email sur la résilience. Chaque message portait le même thème. Votre histoire est importante. Les gens ont besoin de l'entendre. J'ai repensé à la nuit où j'ai envoyé un texto à ma famille pour demander de l'aide. Des mots petits et tremblants. Le docteur dit que l'opération est pour demain. Quelqu'un peut-il être avec moi? J'avais demandé de la présence. J'ai reçu un rejet. Maintenant, le monde me demandait de parler non pas en tant que patiente mais en tant que témoin. Quand je suis monté sur cette première scène de studio, les lumières éclatantes, le micro accroché, l'animateur m'a présenté non pas comme une victime, mais comme une voix. Chloé Mercier, dont le courage a déclenché une conversation nationale sur ce que signifie être présent. Les applaudissements n'étaient pas pour la pitié. C'était pour la vérité. Pendant ce temps, le silence de ma famille s'est approfondi en isolement. Dans les supermarchés, les voisins tournaient leurs chariots. À l'église, les bancs se vidaient quand ils entraient. Les invitations se sont évaporées. Leurs projets de dîner, si importants la nuit avant mon opération, ont complètement disparu. Et pourtant, le groupe de discussion est resté vide. 3 points ne sont plus jamais apparus. Mais j'ai gardé chaque capture d'écran. Chaque ligne dédaigneuse conservée comme une preuve dans un musée de la négligence. Parce que l'histoire n'était plus seulement la mienne. Elle appartenait à chaque personne qui avait un jour demandé de l'amour et à qui on avait dit qu'elle était trop dramatique, trop gênante. Le gala de charité de l'association a été le saut final. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans une salle parée de lumière, les visages rayonnants d'empathie. Je me suis tenue au pupitre, pas tremblante, mais stable. Je pensais être seule, ai-je commencé. Mais être laissé seul m'a appris quelque chose. Le silence est plus fort quand il est partagé. Les applaudissements ont gonflé. Au fond de la salle, je les ai vus. Ma mère, ma sœur, mon père, debout dans l'ombre, non invités, mais curieux, observant la foule qui avait autrefois été la leur. Leurs yeux n'étaient pas en colère. Ils étaient creux, cherchant un moyen de revenir dans un monde qui leur avait déjà fermé sa porte. Je ne les ai pas interpellés. Je ne les ai même pas reconnus car la vengeance ne consistait pas à pointer du doigt. C'était se tenir dans une pièce pleine d'amour qu'ils avaient autrefois refusé. Et savoir qu'ils devaient le voir s'épanouir sans eux. Cette nuit-là, alors que les lumières s'éteignaient et que les applaudissements persistaient, j'ai réalisé que je n'avais pas seulement survécu à l'opération. J'avais réécrit l'histoire de qui était présent. Et la fin était encore en train de se dérouler. Les titres ont changé. Plus abandonné avant son opération. Maintenant, il lisait de patiente à porte-parole. Chloé Mercier parle pour les oublier. C'était surréaliste. Ma douleur s'est transformée en pouvoir. Ma négligence s'est transformée en élan. Des hôpitaux m'ont invité à donner des conseils sur les programmes de soutien familial. Des organisations voulaient mon avis sur les politiques. Des inconnus dans les salles d'attente me reconnaissaient et chuchotaient, c'est elle. Mais à la maison, ma famille était assise dans un silence de leur propre fabrication. Ma sœur a tenté de limiter les dégâts en ligne.
Elle a posté des photos filtrées, avec des légendes sur la famille d'abord et ensemble contre vent et marée. Mais chaque commentaire était le même. Où étiez-vous quand elle a demandé? Elle a supprimé la publication en quelques heures. Ma mère, autrefois le centre de tous les cercles sociaux, s'est retirée. Pas de brunch, pas de garden party. Les voisins chuchotaient quand elle passait. Le piédestal qu'elle gardait si férocement avait disparu. Mon père. Il n'a jamais envoyé de message. Son silence n'était pas une absence. C'était de l'orgueil refusant de plier. Mais même lui ne pouvait échapper au regard dans les allées du supermarché. Le journal pliait trop soigneusement sur le porche. Et moi, je ne les ai pas poursuivis. Je ne les ai pas bloqués. J'ai laissé le groupe de discussion exactement tel quel, figé dans le temps. 3 lignes gravées dans la pierre numérique. Nous avons des projets pour le dîner. Ne sois pas dramatique. Pas de souci. Ce chat est devenu un monument, non pas de rage, mais de révélation. Un soir, j'ai été invité à nouveau à l'hôpital Bichat. Cette fois, non pas en tant que patiente, but à guest of honor. Ils ont inauguré un nouveau programme jumelant des bénévoles avec des patients confrontés seuls à des procédures. Une infirmière m'a prise à part. Ceci existe grâce à vous, a-t-elle dit. J'ai pensé à la nuit où j'étais allongé sous une lumière fluorescente, suppliant silencieusement que quelqu'un franchisse la porte. Maintenant, des dizaines de portes s'ouvriraient pour d'autres. Et ma famille, ils devaient vivre dans une ville où mon nom était prononcé avec admiration tandis que le leur était devenu une histoire édifiante. Je ne les ai jamais confrontés directement. Je n'en avais pas besoin. Chaque gros titre, chaque table ronde, chaque programme était un miroir qu'ils ne pouvaient pas détourner car la punition la plus cruelle est l'exclusion. C'est être forcé de regarder celui que vous avez rejeté devenir tout ce que vous prétendiez qu'il n'était pas. Et le miroir ne faisait que devenir plus brillant. Le gala était le suivant, le plus grand événement de l'année, et mon nom était en haut du programme. Il serait là. Il l'était toujours. Mais cette fois, il ne reconnaîtrait pas la scène car elle était à moi. Le grand gala de la mairie de Paris avait toujours été le joyau de la couronne de ma famille. La seule nuit où ils pouvaient s'habiller d'une élégance empruntée et se prélasser dans une admiration empruntée. Pendant des années, j'avais été leur accessoire silencieux, debout derrière eux, souriant faiblement pendant qu'ils recueillaient des applaudissements qui n'étaient jamais les leurs. Mais cette année, le programme portait un nom différent au centre. Le mien, conférencière d'honneur, Chloé Mercier, porte-parole des patients. La salle scintillait de lustres, de paillettes, de chaussures vernies. Ma mère est arrivée avec ses perles habituelles, bien que ses yeux portaient une fatigue qu'aucun diamant ne pouvait dissimuler. Le sourire de ma sœur était fragile, plaqué trop largement, tandis que mon père restait 2 pas derrière, évitant chaque objectif de caméra qui se tournait vers lui. Quand mon nom a été appelé, je suis monté sur scène dans une simple robe bleu marine, ni éblouissante, ni bruyante, stable, le genre de présence qui n'a pas besoin d'éclat pour briller. Les applaudissements ont tonné. J'ai posé mes notes et j'ai regardé la mer de visage. La table de ma famille était près du devant. Je ne me suis pas attardé sur eux. Au lieu de cela, j'ai commencé. Il y a 3 mois, j'ai posé une simple question dans un groupe de discussion familiale. Le docteur dit que l'opération est pour demain. Quelqu'un peut-il être avec moi? La réponse a été le silence, ou pire, le dédain. Un murmure a parcouru le public. J'ai levé mon téléphone, l'écran brillant avec la capture d'écran. Les mots étaient flous pour protéger la vie privée, mais suffisamment clairs pour porter le poids. Nous avons des projets pour le dîner. Ne sois pas dramatique. Des halètements ont éclaté dans la salle. Mais voici la vérité, ai-je continué, la voix stable. La famille n'est pas toujours celle qui partage votre sang. Parfois, la famille est celle qui se présente quand ça compte le plus. Et quand le sang s'est détourné, des étrangers sont devenus ma bouée de sauvetage. C'est pourquoi je suis ici ce soir, non pas pour faire honte, mais pour rappeler. La présence est le plus grand cadeau que nous puissions nous offrir les uns aux autres. La salle a éclaté en applaudissements, se levant. Les flashs ont crépité. L'animateur a essuyé une larme. À la table de devant, ma mère a baissé la tête. Les mains de ma sœur s'agitaient sur ses genoux. La mâchoire de mon père s'est crispée, les yeux fixés sur la nappe. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas pointé du doigt. Je me suis simplement tenu dans une lumière qu'il pensait que je ne toucherais jamais.
Parce que la vengeance ne crie pas toujours. Parfois, elle se tient sur une scène, stable et intacte, pendant que ceux qui riaient autrefois sont assis en silence dans l'obscurité. Et pourtant, un autre chapitre attendait. Pas pour les caméras, pas pour la foule, mais pour le matin calme d'après, quand la vérité les suivrait chez eux. Le lendemain du gala, les titres étaient partout. De la négligence à la tribune, Chloé Mercier redéfinit la famille. Des photos de moi au pupitre se sont répandues sur tous les fils d'actualité. Mes mots cités en gras. La présence est le plus grand cadeau. Je n'ai pas vérifié le groupe de discussion. Je n'en avais pas besoin car dans chaque café, sur chaque porche, dans chaque conversation chuchotée à travers la ville, le verdict avait déjà été rendu. Ma mère a évité sa promenade matinale. Les voisins ne saluaient plus. Ma sœur a verrouillé ses réseaux sociaux, les commentaires noyant ses légendes. Mon père a plié le Figaro avec des mains tremblantes, incapable d'empêcher la première page de le dévisager. Pendant ce temps, je sirotais mon café en toute tranquillité. Mon téléphone vibrait de nouveaux messages, des invitations à parler, des mots de remerciement d'étrangers, des bénévoles s'inscrivant au programme de l'hôpital né de mon histoire. Le même monde qu'ils pensaient trop occupé pour s'en soucier s'était suffisamment soucié pour m'élever plus haut que leur silence n'aurait jamais pu le faire. Mais je n'ai jamais cherché les applaudissements. Ma vengeance était plus simple, plus tranchante, existait bruyamment dans l'espace qu'ils avaient laissé vide. J'ai laissé le groupe de discussion intact. 3 lignes figées pour toujours. Nous avons des projets pour le dîner. Ne sois pas dramatique. Pas de soucis. Une pierre tombale numérique de leur choix. Ce soir-là, je suis passé devant le miroir de mon couloir et je me suis arrêté. Pendant des années, je m'étais regardé dedans et j'y avais vu une absence. Leur absence se reflétait comme ma propre inadéquation. Maintenant, je ne voyais que moi-même, entière, debout, visible. Ma famille me voulait silencieuse, effacée, docile. Au lieu de cela, je suis devenu indéniable. Pas en criant, pas en me battant, mais en laissant leur négligence parler plus fort que je n'aurais jamais pu le faire, jusqu'à ce que le monde entier l'entende. C'est ça, le truc avec le silence. Il peut vous enterrer, ou il peut vous couronner. Et quand l'histoire s'est terminée, il m'a couronné.